Les podcasts du Figaro. La montagne a ses anges gardiens. Pas des esprits protecteurs. Pas des saints évanescents. Non, de véritables gardiens, en chair et en os. Ce sont les gendarmes, les secouristes, les guides volontaires qui protègent la montagne. Alors, quand les Alpes se refusent aux grimpeurs, lorsque les tempêtes, les orages et les avalanches se déchaînent, nul besoin de prier les cimes de leur clémence. Mais encore faudrait-il que les anges gardiens sachent où chercher. Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 5, les anges gardiens du massif. Mont-Blanc du Tacul, 1980. Dans une goulotte bleu-azur, un Italien hume l'atmosphère gelée. Suspendu entre la terre et le ciel, il savoure la solidité si rassurante de son relais. L'immobilité figée de la façade, son visage engourdi par le froid et le gel omniprésent. L'Italien attend son camarade. Peu à peu, il entend le son mat de l'acier qui écorche la glace. Ses coups sont maîtrisés, fermes, impeccables. Ermanno Polet et Vittorio Biggio, membres de la compagnie des guides de Courmayeur, sont davantage alpinistes que guides à plein temps. Ils ont déjà vaincu les cascades de glace les plus prestigieuses du massif. Mais une voie leur échappe encore. Le super couloir. C'est un Graal. Une course au-delà de la raison. Côté ED pour extrêmement difficile. Une ligne mythique de plus de 700 mètres de dénivelé. Au relais, les deux hommes échangent un sourire. La course se déroule parfaitement. Ils ont déjà gravi 300 mètres de parois et sont désormais à mi-hauteur du couloir. Maintenant, un mur particulièrement vertical se dresse devant eux. Biggio se lance. Il dévore les mètres rapidement. Les lames crépitent. Les piolets et les crampons cinglent la glace sans ménagement. Polet est surpris de voir son camarade, de 15 ans son aîné, franchir le passage avec autant de facilité. Biggio prend un dernier élan, sort de la partie verticale et disparaît là où la pente se couche légèrement. Polet attend que son ami ait installé le relais pour pouvoir à son tour attaquer la difficulté. À 25 ans, il compte bien montrer à Biggio de quoi il est capable. Relais ! Avant de partir, Polet sort son appareil photo pour prendre quelques clichés. Il retire ses gants et ses mains sont immédiatement attaquées par le gel. Il faut faire vite. Il brandit l'appareil d'une main tout en saisissant la corde de l'autre pour stabiliser sa position. L'œil collé au viseur, il cadre le mur pâle qui le surplombe et actionne le déclencheur. Mais d'un coup, Polet se sent comme arraché de la paroi. Son corps tout entier semble se disloquer. Dans le viseur, une ombre est passée, accompagnée d'un hurlement terrifiant. Puis la corde s'est soudainement tendue dans un claquement sec, en rattrapant le corps du précipité. Polet est sonné. Seul le contact avec la paroi vitreuse lui rappelle qu'il est encore en vie. Son baudrier lui scie les reins.
Sa main gauche pend inerte et une douleur insupportable s'immisce lentement dans son bras. Peu à peu, il ouvre les yeux, mais n'ose pas regarder en bas. Le rocher qui servait de relais a disparu, arraché par le choc. La corde ne tient qu'à quelques fils mis à nu. Paulet s'empresse de fixer 2 broches dans la glace vive pour sécuriser son accroche. Il crie vers son ami, mais reste sans réponse. Biggio ne répond pas. Pourtant, Paulet le sent. Il devine sa présence au poids qui le tire vers l'abîme, à environ 40 mètres sous lui. Biggio a dû chuter de 80 mètres depuis le relais. Dans l'attente d'une réponse, Paulet se décide à examiner ses blessures. Un haut-le-cœur le soulève quand il aperçoit sa main mutilée. La corde l'a brûlé. Un sillon pourpre déchire sa chair. L'Italien remet le gant qu'il avait gardé dans sa veste. Pour le moment, il ne peut rien faire de plus. Soudain, quelques soubresauts agitent la corde et un gémissement retentit. Biggio est vivant. Par quelques échanges, Paulet apprend que le mécanisme du crampon réglable a subitement sauté au moment où son ami venait de terminer le relais. Sa chaussure est sortie de l'armature en acier et le déséquilibre l'a emporté. Les 3 broches plantées dans une mauvaise glace ont sauté. Et dans la chute, son piolet lui est rentré dans l'épaule. Biggio est incapable de lever le bras droit. Heureusement, c'est un homme robuste, endurci par des années de course dans les Alpes. La verticalité du couloir l'a sauvé d'une collision. Il n'a rencontré que du vide avant d'être freiné par la corde. Les 2 hommes résument leur situation. Ils sont à mi-hauteur du super-couloir. Biggio est fortement handicapé, il n'a plus de piolet et il lui manque un crampon. Personne n'est au courant de leur présence dans ce lieu oublié, et si les secours viennent, ils ne seront pas là avant 2 ou 3 jours, le temps qu'approche signale leur disparition. Une seule solution s'impose à eux. Paulet doit terminer le couloir en solitaire, atteindre le sommet du Tacul, le redescendre par sa face nord pour rejoindre le refuge des Cosmiques et déclencher les secours. La décision est prise. Ermanno Paulet redoute l'épreuve qui l'attend, mais il est résigné. C'est l'unique solution envisageable. Il détache donc la corde et, libre de ses mouvements, attaque le mur de sa seule main valide. Il enchaîne rapidement les parties en glace. Chaque coup est précis, il ne réfléchit pas. Le rythme des crampons est effréné. Plus rien n'a d'importance à ses yeux, ni les éperons formidables qui l'entourent, ni l'étendue du glacier qui tremble sous le soleil. À la sortie de la goulotte, là où le couloir s'évase et où la pente fléchit, il rencontre une épaisse couche de neige qui le ralentit considérablement. La blessure paralyse tout son bras gauche. Paulet avance comme un automate. La fatigue s'installe et sa vision se trouble. Il gravit chaque marche, chaque dièdre, chaque fissure, au prix d'efforts surhumains. Dans les passages plus difficiles, il se sert de son coude pour remplacer l'appui qui lui manque. Enfin, le sommet du Tacul est là. Maintenant, il doit redescendre près de 700 mètres de dénivelé pour atteindre le col du Midi que surplombe le refuge des Cosmiques. Mais Paulet avance difficilement tant la neige est épaisse. Le sol l'attire dans ses méandres. La gravité lui semble insoutenable. Alors, doucement, il s'effondre. L'accueil de la neige est tendre. Il bâille et laisse son corps s'appesantir. Puis le gel le gagne tout entier. Tous ses membres se mettent à trembler. Les convulsions le soulèvent comme un pantin et le laissent plonger dans un linceul blanc. Soudain, une douleur plus vive que les autres transperce son bras. La brûlure de la corde quand Biggio est tombé. Son ami suspendu dans la goulotte bleue. Biggio l'attend là-bas, seul. Il attend son secours.
Paulet se relève subitement, droit comme un piolet planté dans la neige. Il avance un pied, puis l'autre, et reprend son errance comme un insensé. Soudain, une voix résonne. Un bras l'enserre. Un visage humain lui sourit. Il s'effondre. C'est le gardien. Il bredouille quelques mots, puis s'endort d'un sommeil profond. Le téléphone sonne à la permanence du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Megève. Puccetti n'est pas sûr de bien comprendre le gardien des cosmiques. L'alerte n'est pas claire. 2 hommes en détresse dans un couloir du secteur du Tacul, nommé Super Couloir. Sur la carte, aucune inscription n'indique le lieu. Il faut s'y rendre et fouiller toute la face est pour retrouver les alpinistes en détresse. Puccetti et son copilote sautent dans l'Alouette et poussent les gaz à fond. Quelques coups de pale permettent de réveiller la machine de son sommeil. À Chamonix, 2 guides secouristes les rejoignent dans l'appareil. L'un d'eux connaît le super couloir, une goulotte encastrée entre le pilier des 3 pointes et le pilier Gervasouti. L'Alouette s'approche doucement de la paroi. C'est une masse inquiétante et austère, avec des pans de granit suspendus dans le vide. Puccetti sent ses entrailles se crisper. Au moindre faux geste, c'est l'appareil entier qui serait précipité contre la falaise. Mais soudain, au détour d'un éperon, le super couloir apparaît, caché au milieu du chaos. C'est une ligne de glace, droite et bleue, qui monte comme une rampe vers le ciel. La goulotte est redoutable. Sur 750 mètres de hauteur, elle n'est large que de 5 à 10 mètres. Par endroits, elle disparaît presque et n'offre aucune échappatoire. Après quelques secondes d'observation, l'équipage commence les recherches. Puccetti se place en bas de la paroi et tire lentement sur la machine pour faire défiler le couloir. À mi-hauteur, un homme apparaît, seul sur la glace. Il ne correspond pas aux informations qui évoquaient 2 alpinistes. Puccetti continue sa progression. Mais l'engin commence à renacler. Des bourrasques ballottent l'appareil et les turbulences sont de plus en plus fortes. Puccetti connaît ces signes. Il se retourne instantanément vers l'horizon. Des nappes de brume prennent d'assaut la montagne et recouvrent déjà le bas du glacier du géant. Le mauvais temps arrive, il faut se presser. Le survol du couloir n'a rien donné de plus. Plus bas, l'alpiniste ne semble pas se soucier du second passage de l'hélicoptère. Il n'y a pas de traces de chute, et l'homme adresse même un geste exaspéré à l'équipage, sans faire les signaux conventionnels de détresse. Ils doivent prendre une décision, le vent forcit. Le pilote presse le manche, l'Alouette pivote et abandonne le super couloir. Derrière eux, la tempête referme immédiatement le passage. Le glacier a complètement disparu dans le brouillard. Ils sont passés à temps. Ils peuvent désormais rejoindre la base de Chamonix. Quand l'Alouette, revenu bredouille de son sauvetage, se pose sur la piste, le gardien du refuge des cosmiques rappelle, donnant de nouvelles informations par radio. Il y a bien une seule personne à secourir dans le super couloir. Le guide italien Vittorio Biggio. C'est l'homme qu'ils ont aperçu quelques instants plus tôt. Puccetti ne peut en rester là. Il remonte aussitôt dans l'hélicoptère. À la DZ3 des Bois, la zone d'atterrissage de l'Alouette, les hommes du PGHM attendent son retour en étudiant la possibilité d'un secours terrestre. Il ne pourrait avoir lieu que le lendemain matin. La nuit approche. Chaque secouriste donne son avis. Le capitaine écoute attentivement ses hommes. L'itinéraire le plus évident consiste à commencer l'ascension du super couloir par le glacier du Géant, rejoindre le blessé et redescendre avec lui en rappel. Cependant, Marc Testu,
un guide chevronné, voit les choses autrement. Il redoute l'ascension du couloir, trop exposé aux coulées venues du sommet. Il imagine un itinéraire plus original et moins risqué. Il propose de partir du sommet du couloir pour le descendre en entier par une série de rappels. Ils les récupéreront l'Italien en cours de route et finiront la descente avec lui. Mais parviendront-ils, par un temps pareil, à trouver l'entrée du couloir dans le dédale des rochers? Et puis, on ne sait rien de l'état du blessé. Survivra-t-il seulement à la nuit? Un ronronnement lointain perce le froissement du vent dans les sapins de la DZ. Le sifflement annonce le retour de l'Alouette. Quand Puccetti ouvre la porte de la cabane, 7 visages le scrutent, impatients. Il raconte comment son hélicoptère a été malmené par la tempête qui sévit sur le versant italien. Il a chuté comme une pierre, droit sur le glacier, et a pu reprendre in extremis les commandes de l'appareil pour éviter la collision. Tous écoutent le récit du pilote encore blême. Après une brève discussion, la décision est prise. Ils suivront l'avis du plus expérimenté des gendarmes et descendront le super couloir depuis son sommet. Le lendemain, la tempête sévit toujours sur le massif du Mont Blanc. L'Alouette n'a pu rejoindre le sommet du Tacul. Les gendarmes ont été déposés au col du Midi. À 7 heures, après 3 rotations, toute l'équipe de secours est au complet. Marc Testu, le plus expérimenté, prend la tête de l'opération. Tous avancent d'un pas résolu dans les monceaux de neige tombés pendant la nuit. Ils sont harnachés et marchent voûtés sous les 20 kilos de cordes, de pitons et de broches à glace que chacun porte. Dans l'ascension, ils choisissent de longer les rochers dans la partie la plus raide de la pente, pour éviter l'axe des avalanches. Le risque reste important. À tout moment, une coulée peut les emporter. Après 2h30 d'efforts, ils parviennent au sommet. L'entrée du super couloir est difficile à trouver. Par endroits, on distingue encore la trace d'Ermanno Pollet, qui donne de précieux indices. Après plusieurs heures de recherche, 2 remparts jaillissent devant eux. Ils ouvrent une gorge où la pente se jette brusquement. La brume qui s'en échappe lui donne une allure d'antre infernal. Le super couloir. Chacun s'équipe. Les rappels s'enchaînent avec précision, sans précipitation. Les gendarmes n'ont plus d'échappatoire. Ils sont désormais prisonniers du couloir. Le froid les assaille, le givre les fouette et des lambeaux de brouillard les enveloppent de leur humidité perçante. Chacun reste concentré sur ses manœuvres de corde. L'autobloquant glisse sur la corde gelée. Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour retenir sa chute. Ils ne parlent pas, ne regardent pas leur montre. Ils ne pensent qu'au blessé. Il faut le rejoindre plus vite. Bientôt, la neige laisse place à une glace vive. Teintée de gris, elle paraît en assez bonnes conditions pour soutenir des relais sur broche. À 17h30, après un rappel particulièrement vertical, il tombe nez à nez avec un alpiniste suspendu sur un relais sommaire. Vittorio Biggio est prostré, collé à la paroi de glace qui semble vouloir l'engloutir. Il est conscient et comprend tout de suite qu'on est venu le sauver. Après plus de 30 heures passées à attendre, il n'espérait plus. La veille, le passage de l'hélicoptère lui avait donné la confirmation que Pollet avait rejoint les Cosmiques. Mais quand il avait tenté de faire signe à l'appareil, il n'avait pu lever qu'un seul bras, tant la douleur était forte dans l'autre. L'Alouette lui avait alors tourné autour avant de l'abandonner. Il avait hurlé de toutes ses forces, tremblant de frayeur, mais son effort se brisait contre le vacarme de la machine. Puis tout à coup, une vague de brume l'avait englouti, lui imposant le silence. Il était resté là à attendre.
incapable de comprendre la raison du demi-tour de l'hélicoptère. Seul, il avait pleuré amèrement. Maintenant, Biggio murmurait seulement. Merci, 1000 fois. Biggio est un alpiniste chevronné. Il est tout à fait conscient et impressionne les gendarmes par sa lucidité. Cependant, il est incapable de bouger son bras droit, ce qui rend très délicate la poursuite des rappels. On décide de l'accrocher et de le faire glisser sur la paroi. Les rotations reprennent lentement. Il leur faut encore descendre l'autre moitié du couloir. À peine l'Italien est-il récupéré que la neige se met à tomber de rue. La tension est forte. Soudain, on entend un froissement sourd venu du sommet du couloir. Marc Testu réagit immédiatement. Il se cramponne de toutes ses forces à la corde et hurle à ses compagnons. Avalanche! Une vague de neige balaie l'ensemble de la goulotte et frappe tous les alpinistes. Elle passe en quelques instants, puis continue sa course dans un ronflement sinistre. Tous les hommes ont résisté au choc, mais ils savent que ce n'est que la première d'une longue série. À 21h, l'orage éclate de toutes ses forces. Le jour fuit dans un déchaînement des éléments. Plusieurs coulées successives ravagent le couloir et engloutissent les gendarmes. Ils sont épuisés. Ils suffoquent et crachent la poudreuse qui s'infiltre dans leurs poumons. Mais enfin, ils parviennent au rebord qui sépare la goulotte du glacier du Géant. Tous se réjouissent de quitter cette mauvaise glace aux teintes lugubres pour un appui plus sûr. La succession des rappels reprend. Au loin, un souffle purge encore le couloir. Les paroles sont rares et précieuses, mais tous les regards révèlent la fierté du devoir accompli. Vittorio Biggio est vivant. Tous rentreront saufs. C'était Les Anges gardiens du massif, un récit adapté de l'ouvrage La montagne se souvient de Mailleul et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Tout de suite, retrouvons Mailleul et Aubin qui nous racontent les coulisses de cette aventure. Bonjour Aubin, tu es le co-auteur du livre La montagne se souvient, dont ce récit est tiré. Tu es aussi mon frère. Bonjour Mailleul. La voie du Mont Blanc du Taku était ouverte en 1975, quelques années avant, par Patrick Gabarou et Jean-Marc Boivin, après 3 jours de combat acharné. Pourquoi cette course en particulier ? Quel est son intérêt ? Il faut revenir aux années 70, où 2 dynamiques traversent l'alpinisme. Tout d'abord, évidemment, l'évolution du matériel. Donc, on a du matériel de plus en plus sophistiqué, de plus en plus performant, tels que les piolets, les crampons, les cordes également qui changent, et puis des vêtements plus techniques, moins lourds, tout aussi chauds, qui permettent donc d'aller plus loin et d'avoir plus d'engagement dans les courses d'alpinisme. Et puis, évidemment, de plus en plus de sommets sont gravis, notamment dans le massif du Mont Blanc, même la majorité d'entre eux. Et donc, les alpinistes vont se tourner vers d'autres voies, vers des lignes d'ascension qui sont plus osées, et puis aller vers une recherche d'esthétisme. Et justement, qu'est-ce que l'esthétisme pour un montagnard ? L'esthétisme pour un alpiniste dépend tout d'abord de la montagne qui gravit. Et pour cela, il faut vraiment revenir au super couloir pour comprendre en quoi cette course est esthétique. Oui, le super couloir, c'est une goulotte parfaite qui est enchâssée entre 2 piliers de granit, dont le majestueux pilier Ger Vasuti, qui débouche dans les neiges sommitales du Mont Blanc du Taku. Et surtout, c'est un tracé rectiligne, parfait, quasiment irréel. Complètement, c'est le super couloir. Et ici, on touche à une autre dimension de l'alpinisme, après les différentes dimensions exploitées auparavant, qui étaient décrocher un sommet, être le premier à le gravir, et gravir une face nord, une face est, ou la gravir dans une saison ou dans une autre, ou alors à plusieurs, en solo. Désormais, ce qu'on va rechercher, c'est la beauté de la voie. Même si cela oblige parfois à une difficulté plus grande, pour ne pas faire un écart, l'ascension devient cependant un geste artistique. C'est comme une main qui va dessiner un tracé sur la photo de la montagne. Et pour cela, on utilise avant tout les lignes de la montagne, son architecture, c'est-à-dire les crêtes, les éperons, les couloirs.
Oui, et d'ailleurs, c'est aussi grâce à un matériel de plus en plus technique qui permet de chercher toujours plus d'engagement et de réussir là où on avait échoué auparavant en inventant ces nouveaux itinéraires. Mais ce matériel, il peut quand même être défaillant. Il le restera toujours. Le matériel, il n'est jamais parfait, il est soumis à l'usure, au contexte des courses, à l'environnement. Tout doit toujours être envisagé dans ce type de course. Par exemple, si on reprend la première de Gabarrou et Boivin que tu as citée, donc en 75, ces deux alpinistes cassent 4 lames de piolet pendant leur ascension, car la glace est en très mauvaise condition, c'est une glace très noire. Et heureusement, ils ont des lames de rechange, sinon ils seraient restés coincés dans la voie. Et puis, Gabarrou nous a raconté que lors d'un bivouac, il y a même l'explosion d'un réchaud à gaz qui leur fait perdre du matériel. Donc il arrive que le matériel soit défaillant. Et puis en 80, les deux Italiens dont nous avons raconté l'histoire, donc dans ce récit, qui sont deux guides de Courmayeur, l'un d'entre eux, Biggio, est le neveu de la famille Grivel, donc qui fabrique du matériel de montagne à l'époque, une grande entreprise, et qui a l'habitude de tester ce matériel dans ses courses. Et c'est justement ce nouveau type de prototype de crampon à pointe réglable qui va casser. Donc même ce crampon qui est à la pointe de l'innovation est défaillant. Et l'évolution du matériel, d'ailleurs, malgré sa défaillance, permet quand même une forte évolution de la pratique avec les piolets de traction, aussi une meilleure connaissance des conditions météo, de l'enneigement, du regel. On peut dire par exemple que quand Gabarrou et Boivin faisaient la première en 3 jours en 1975, elle se fait aujourd'hui pour les meilleurs en solitaire et en 4-5 heures. Aubin, revenons à l'équipe du PGHM qui est dépêchée pour ce secours. Qui sont ses membres ? Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur eux ? Oui, alors ils sont 6 à descendre depuis le sommet du super couloir. Donc pour les citer, ce sont Marc Testu, Claude Carly, Yves Sandona, Roger Hémin, Max Butou et Michel Pinsard. La plupart sont aguerris, ils ont plusieurs années de métier. Et alors ce qu'il faut voir, c'est que si Roger Hémin est le plus gradé et donc le chef des opérations, il fait seulement le lien avec la base, le lien de communication. Et en réalité, sur le terrain, c'est Marc Testu qui prend l'initiative de la conduite du secours, qui va prendre les décisions. Il connaît lui particulièrement bien cette zone qu'il a plusieurs fois arpentée. Oui, c'est ce qu'ils t'ont raconté quand tu les as rencontrés. Cela dit quelque chose de l'organisation et du fonctionnement du PGHM d'ailleurs. C'est pas forcément le plus âgé ou le plus gradé qui prend la décision, mais c'est le plus expérimenté ou le plus connaissant. La décision est tout de même prise ensemble, la cohésion du groupe est fondamentale, chacun a sa voix. Rappelons que si le PGHM est une unité militaire, c'est aussi une unité d'élite qui est amenée à agir dans des théâtres très compliqués, où la décision est souvent prise dans l'urgence, dans des conditions très changeantes, soumis à un stress très important. Donc évidemment, comparé aux autres unités militaires, la décision est moins hiérarchique, plus collégiale, avec bien sûr tout le temps l'apport du plus expérimenté. Qu'est-ce que ces secouristes ont dit du sauvetage ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Est-ce qu'ils ont gardé au cours du sauvetage leur sang-froid ? Oui, alors ils l'abordent avec beaucoup de simplicité. C'est assez étonnant. D'ailleurs, ils disent on est venu, on a secouru, on a vaincu, on est redescendu. On sent la force du devoir vraiment qui est présente, l'engagement pris pour sauver les personnes accidentées jusqu'au bout, l'engagement qui est vraiment poursuivi quoi qu'il arrive, mais également la difficulté qui peut être rencontrée avec notamment ces conditions qui sont vraiment dantesques. Et dans cette difficulté, ils gardent une sérénité, une capacité notamment à encaisser les difficultés qu'ils rencontrent et puis à prendre des décisions. Cependant, ils notent quand même la peur qu'ils ont pu rencontrer. C'est pas non plus des surhommes. Par exemple, Marc Testu nous a dit que 3-4 fois, pendant la descente du super couloir, face à ces avalanches qui rentraient dans le goulet, il avait cru y rester. Et puis Carly, lui, nous a confié qu'il avait gardé ses pensées en permanence fixées sur le blessé. Est-ce qu'on va y arriver ? Comment, dans quel état il est ? Depuis combien de temps il nous attend ? Est-ce qu'il sera en capacité de redescendre ? Voilà, vraiment il a fixé ses pensées sur le blessé, peut-être pour mieux affronter ces difficultés. Et que sont devenus les deux alpinistes de notre récit cette fois-ci ? Paulet et Biggio ont été donc ramenés au Cosmic. Donc Paulet, il y était déjà puisqu'il est arrivé la veille. Et puis Biggio, emmené par les secouristes. Ils sont ensuite redescendus en hélicoptère à l'hôpital à Chamonix où ils ont passé quelques jours. Alors leurs blessures n'étaient pas non plus graves, elles étaient très incapacitantes, notamment pour Biggio, mais cela lui a permis de quitter l'hôpital au bout de 2 jours. Alors, ce qui est pour la petite histoire, Biggio, et qui est membre de la famille Grivel, a offert en remerciement à chacun des secouristes un piolet gravé à son nom.
Ces deux guides ont repris leurs activités à Courmayeur. Alors Paulet, lui, il reconnaît aujourd'hui que, évidemment, il y avait les risques inhérents à la montagne qui sont toujours là, inhérents au matériel, mais qu'il admet tout de même que cette aventure était vraiment à la limite, c'est-à-dire à la limite de l'acceptable. Alors aussi dans le récit, les gendarmes dressent un bivouac en bas du super couloir. L'hélicoptère n'a pas pu sauver Bigot le premier jour et il peut toujours pas monter. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? L'hélicoptère ne peut pas monter en haut de la montagne. Alors pour le bivouac, il n'y a pas de règle générale, ça dépend évidemment des conditions. On peut être amené à ériger un bivouac temporaire s'il n'y a pas de possibilité à redescendre tout de suite. Celui, en l'occurrence en bas du super couloir, a permis aux secouristes et à Bigot donc d'être sécurisés, ravitaillés, en attendant que les conditions se calment, et ce qu'ils ont fait le lendemain puisqu'ils sont repartis vers le refuge des Cosmiques. Pour l'hélicoptère, il y a des progrès évidemment qui ont été faits. À l'époque, on utilise l'Alouette 3, donc qui est déjà un hélicoptère qui est vraiment à la pointe du progrès. Il a été amélioré constamment, et donc il a été créé en 1959, mais il a été retiré des forces armées françaises qu'en 2022. Donc c'est dire à quel point cet hélicoptère a été efficace. Aujourd'hui, les secours en montagne utilisent un autre hélicoptère, plus évolué, plus technologique. C'est un hélicoptère d'Airbus, le H145, qui est davantage en mesure d'affronter des conditions difficiles, mais cependant, il peut toujours être limité, et il arrive qu'ils doivent rester fixés sur sa base, parce que les conditions l'empêchent de décoller. Alors à ce sujet, rappelons le livre sur l'histoire du PGHM In Extremis de Blaise Agresti, qui est passionnant, qui revient sur tout ce qu'on raconte aux éditions Paulsen. Est-ce qu'il y a que le PGHM d'ailleurs qui fait du secours en montagne, ou est-ce qu'il y a d'autres unités? Non, il y a plusieurs unités qui sont différentes et qui forment à toutes trois, donc elles sont trois, le secours en montagne. Souvent d'ailleurs, elles sont reconnaissables à la couleur des hélicoptères ou des uniformes qu'ils portent. Alors ces unités, elles se répartissent en zones d'intervention, en départements également, et puis quand sur un même département, elles ont la même zone, elles vont travailler en alternance, selon qui a décollé, selon les disponibilités. Donc on a tout d'abord le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, donc qui rassemble les gendarmes, notamment donc ceux dont nous avons raconté l'histoire. On a également la CRS Montagne, donc une unité un peu plus récente, qui dépend de la police nationale. Et puis une autre unité, beaucoup plus récente, c'est celle des sapeurs-pompiers, les GMSP, donc c'est les groupes montagne des sapeurs-pompiers. Et précisons qu'ils font des missions, donc ces trois unités, dans tous les massifs montagneux, des Alpes aux Pyrénées, en passant par le Massif central ou même la Corse. Merci Aubin. Merci Mayol. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro, adaptée du livre La montagne se souvient de Mayol et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Coordination Haute-Cérès, production Lacmé, narration Salomé Boulet, prise de son Louis Chabin, réalisation et mixage Léo Westphal.